Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Les médecins internes de l'hôpital Aristide Le Dantec étalent leur frustration après la délocalisation de la structure. Ils sont sommés de sortir de leur logement sans accompagnement. Ils dénoncent également le retard dans le redéploiement du personnel. Le ciment, de plus en plus rare sur le marché, la tonne a atteint aujourd'hui les 70 000 francs CFA. Les acteurs du secteur demandent à l'État de subventionner les prix. Et puis en basket, les Lions en lice dans un peu plus d'une heure à Monastir pour les besoins de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal rencontre le Soudan du Sud à 21h30 pour la première de Ngagne Diop des Sagana sur le banc des Lions du Sénégal. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 4 mois sans indemnité de garde, 1 mois sans indemnité de logement. Les médecins internes des hôpitaux disent être impactés par la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec depuis la fermeture de l'établissement de santé le 15 août passé. Ces derniers sont sommés de sortir de leur logement sans indemnisation, sans accompagnement plutôt disent-ils. À cela s'ajoute le retard noté dans le redéploiement dans d'autres structures sanitaires. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Compte rendu signé à Fatimata Touré et Amidouba. Après la sortie du personnel et du collectif pour la défense et la sauvegarde de Dantec pour fustiger sa fermeture hâtive, c'est au tour des internes des hôpitaux. Ils sont au nombre de 73 à être impactés par la délocalisation de l'hôpital, obligés de sortir de leur logement sans aucun accompagnement. L'interne doit être nourri et logé par l'hôpital qui le reçoit. Maintenant, dans le cas de l'hôpital Aristide Le Dantec, les internes qui étaient logés là-bas, lors de la fermeture, ils n'ont eu aucun accompagnement. Il n'y a pas eu de relogement pour ces internes. Mais également, l'hôpital doit à ces internes des arriérés de garde, des arriérés d'indemnité de logement. À cela s'ajoute les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de leur redéploiement dans d'autres structures de santé. Lorsque l'hôpital a arrêté ses activités le 15, on a dit que tout le personnel sera redéployé dans les hôpitaux. Mais nous, les internes, jusqu'à présent, et c'est seulement hier qu'on a commencé à recevoir les premières notes d'affectation. Ce que nous fustigeons, puisque depuis le 15 jusqu'à maintenant, on est en chômage technique. Donc les internes sont chez eux, ils ne font rien. Les internes des hôpitaux réclament aussi la réfection du bâtiment abritant le service à l'hôpital Fann. Les logements d'internes, il y en avait à Dantec. Maintenant, ce logement n'existe plus. Il ne reste qu'un seul bâtiment pour loger les internes au Sénégal, et c'est ce bâtiment. Et vous pouvez vous-même constater l'état dans lequel se trouve ce bâtiment. Maintenant, le ministère de la Santé, on leur a maintes fois sollicité pour qu'ils débutent la reconstruction et la réfection de ce bâtiment, chose qu'ils n'ont pas encore débuté. Et ça fait des années on demande cela. Ces médecins en formation ne veulent plus de promesses venant du ministère de la Santé, mais des actes concrets. Si rien n'est fait, d'autres plans d'action seront déroulés dans les jours à venir. Santé toujours, la justice aurait-elle subi une pression du personnel de santé sur la libération des détenus après le drame de bébé calciné à l'hôpital Mame Abdoulaziz de Tivaouane? Balodia Thiam de Andugesem répond par la négative et rappelle qu'il s'agit d'une position de principe pour les agents de santé sur cette affaire. L'avocat Maître Massournakan, qui reconnaît que des magistrats reçoivent souvent des pressions, estime que l'exception reste l'indépendance du juge. Alassane Ba, Mohamed Dian pour plus de détails. Il fallait d'abord procéder à l'arrestation des présumés responsables pour apaiser la situation, mais Maître Massournakan est loin de s'imaginer qu'il y a eu pression sur la justice. D'ailleurs, il estime que le juge d'instruction est le seul à apprécier. En fonction de l'évolution de son enquête, de retenir ou de libérer des personnes. Personne ne veut qu'on enferme des gens. Parce que le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est la détention. Pour Balodia Thiam, les acteurs de la santé ne peuvent pas défier la justice. Au contraire,
Ce qu'ils ont toujours fait, c'est demander la libération de leurs camarades. Nous ne faisons pas de pression, ça je le précise, sur la justice, parce que nous sommes des démocrates et des républicains, mais nous ne pouvons pas aussi croiser les bras quand quelques-uns parmi nous sont dans des situations du genre. Alors c'est un soutien, donc une manifestation de solidarité, mais nous n'avons jamais voulu défier la justice, et même dans nos propos, on ne défie pas la justice. Même si l'avocat reconnaît que souvent des juges subissent trop de pression, l'exception reste l'indépendance du juge. Les syndicats, ils sont dans leur rôle, ils soutiennent leurs camarades. Il y a peut-être d'autres pressions, les pressions sur la justice. On les connaît au Sénégal, il y a beaucoup de pressions, aussi bien de diverses sortes, religieuses, politiques, etc., financières, il y a tout. Donc, malgré ces pressions, il y a des magistrats quand même qui résistent. Cette indépendance, c'est le juge qui se donne cette indépendance-là. La loi lui donne, mais c'est à lui d'exercer cette indépendance-là. Mais dans le cas d'espèce, c'est normal qu'il y ait des pressions de toute nature. Chaque institution a son rôle à jouer dans cette affaire. Bon, pour nous autres, nous considérons simplement, d'ailleurs, pourquoi il y a eu tout cela, c'est parce que nous avons considéré que c'est à l'occasion d'un incendie. Donc c'est un incendie dû à un court-circuit, si on s'en réfère aux propos du ministre de la Santé d'alors. Et si un incendie crée une situation de ce genre, nous pensons qu'on devait chercher ailleurs. And Gassam va poursuivre le combat pour la libération de leurs camarades Fodé John, mais aussi pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Et puis dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l'Institut Pasteur de Dakar a formé des experts en laboratoire de 10 pays de la sous-région. Une formation en assurance qualité, en biosécurité et biosûreté. D'importants lots de matériel ont été offerts par l'Institut Pasteur à ses participants. Là-dessus, nous écoutons le docteur Ousmane Faye. Il est responsable du département de virologie à l'Institut Pasteur. Il est interrogé par Abi Faye. Dans sa première phase, a regroupé 10 pays. Et donc, dont les objectifs, c'était vraiment un renforcement de capacité. Le renforcement de capacité, aussi bien également en équipement, mais également dans les domaines de la biosécurité et biosûreté, dans le domaine de la qualité, du diagnostic et du séquençage. Donc, c'est les thèmes qui ont été développés. Et donc, il y a eu plusieurs phases, des phases où ça a été fait en ligne, des phases où des experts de l'Institut Pasteur se sont déplacés et des phases où, effectivement, on les a réunis ici à l'Institut Pasteur pour continuer ce partage. Et donc, on est content de voir un peu cette première phase qui s'achève aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas la fin. Les experts de laboratoire, essentiellement, et donc qui sont impliqués dans leur pays pour le diagnostic. Et donc, vous savez que le laboratoire, c'est un ensemble. Il y a le diagnostic, mais il y a tout le volet qualité, il y a tout le volet biosécurité. Et c'est pourquoi, effectivement, ces thèmes ont été pris en considération. Et puis cette campagne de sensibilisation sur la malnutrition lancée à Sédhiou, des produits de base de céréales locales ont été remis aux enfants pour complément d'aliments. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté avec des images de Khalid Yamé. Selon les chiffres de plusieurs ONG de la place, la malnutrition engendre un décès sur 3 des enfants de moins de 5 ans. 3 sur 4 des enfants souffrent aussi d'anémie. La malnutrition engendre un décès sur 3 des enfants de moins de 5 ans. La malnutrition engendre également de l'anémie. Donc au Sénégal, on a observé que 3 enfants sur 4 souffrent d'anémie. Et on voit que beaucoup de jeunes filles adolescentes également souffrent beaucoup d'anémie. Et il y a beaucoup de décès d'enfants de moins de 5 ans du fait de la mauvaise nutrition. Donc la malnutrition est un véritable fléau qu'il faut combattre. La malnutrition, il faut la combattre encore au Sénégal. Selon les chiffres de l'UNICEF et toutes les autres ONG qui travaillent dans le domaine de la malnutrition. Aujourd'hui, en 2022, 6,3 millions d'enfants souffriraient de malnutrition, alors que l'Afrique, le Sénégal de façon générale, possède 60% des terres arables.
donc on peut cultiver chez nous. Et nos enfants, l'Afrique a du mal à nourrir ses enfants. Et c'est vraiment inadmissible. Des produits fabriqués à base de céréales locales sont mis à la disposition des enfants. C'est un aliment de complément pour les enfants de 6 mois à 24 mois et pour contribuer à une meilleure croissance et un développement équilibré des enfants. Donc le produit est à base de céréales locales, donc tout est naturel. Et nous avons également rajouté des micronutriments pour justement stimuler cette croissance et le bon développement des enfants. Après Sédhiou, la caravane va sillonner les régions de Kolda et de Ziguinchor pour sensibiliser les populations sur les dangers de la malnutrition. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, le ciment se fait de plus en plus rare sur le marché sénégalais. La tonne est vendue jusqu'à 70 000 francs CFA. La conséquence immédiate est que beaucoup de chantiers sont à l'arrêt en ce moment. Les acteurs du secteur invitent le gouvernement à subventionner les prix. Un sujet signé Habib Faye et Diafaraba. C'est une crise profonde que traverse l'industrie du ciment au Sénégal, une situation qui n'est pas sans conséquences chez les ouvriers. Dans ce chantier, les techniciens se disent confrontés à la cherté du produit, entraînant souvent l'arrêt des travaux. La tonne de fer, il est à 770 000. Donc ces temps-là, c'est tellement compliqué, mais on fait le maximum pour respecter nos engagements. Malgré l'implantation des industries de cimenterie, ce produit se fait rare sur le marché, chose inadmissible selon les ouvriers. Il y a 3 cimenteries qui sont là. Sokosim, il y a Sahel, il y a Dangote, mais le prix du ciment, ça augmente de jour en jour. De jour en jour, ça augmente. C'est tellement compliqué, vraiment. Comment peut-on avoir notre propre cimenterie au Sénégal et les prix ne cessent de grimper? Hormis le ciment, les prix des matériaux de construction ne cessent de grimper, affirment les gérants de Quincaillerie. Après avoir passé la commande, vous pouvez rester 2 à 3 semaines sans recevoir le ciment. Ça nous pénalise. Nous perdons beaucoup de clients à cause de cela, car le client sera obligé d'aller voir ailleurs. Ils invitent l'État à subventionner les prix. On fait le maximum de ne pas arrêter le chantier. Mais si vous voyez, il y a beaucoup de chantiers là qui sont à l'arrêt. Mais nous, on fait le maximum. Franchement, c'est très dur pour nous. Je pense que ça serait important qu'on essaye de revoir la situation. Tout est cher maintenant. La hausse de la tonne de ciment est notée. Elle avoisine les 70 000 voire 75 000 francs CFA selon les vendeurs qui confirment aussi. Autre aspect de l'actualité, le ministre de l'eau et de l'assainissement a lancé les travaux de la construction de l'émissaire en mer au bord de la plage de Malibu. Il aura un diamètre de 1400 mm et une longueur plutôt de 5200 km. Le coût global de ce projet est estimé à 42 milliards de francs CFA et il est financé par la Banque islamique de développement. Les travaux vont durer 15 mois. Là-dessus, je vous propose d'écouter Serigne Mbaye-Thiam, interrogé par Abdoulaye Anne. L'on fait signe que l'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les maquettes des filières de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale révisées à Toubacouta en marge d'un atelier. L'objectif est d'introduire de nouvelles filières comme l'agrobusiness et permettre aux élèves qui ont le bac littéraire d'intégrer l'Institut. L'ISFAR se veut en phase avec les techniques agricoles du moment. Aminata Goudiaby, Abdoukarim Bey. 3 jours de conclave à Toubacouta pour échanger sur les moyens de moderniser les enseignements à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale. Des professeurs de l'Institut et d'autres experts y ont pris part et l'introduction de nouvelles filières est prévue à l'ISFAR qui a intégré l'université Alioune Diop de Bambey depuis 2019. Compte tenu des paradigmes nouveaux sur le mode de production, il est indispensable qu'on révise les maquettes afin de faire des produits qui soient compatibles avec les objectifs fixés par les politiques publiques de développement du Sénégal. L'introduction de nouvelles filières compte tenu de la configuration mondiale sur le climat. Oui, nous sommes dans l'enseignement supérieur, on doit s'adapter au monde qui nous entoure. Tout le temps, dans les universités, on fait toujours des modifications de maquettes pour introduire des concepts nouveaux pour s'adapter au monde qui nous entoure.
L'agriculture, l'élevage, la production animale, les eaux et forêts sont entre autres les filières enseignées dans cette école. Et chaque année, ce sont plusieurs dizaines d'étudiants qui y sont diplômés. On met sur le marché 110 étudiants par an. Au début, c'était 30. Maintenant, les effectifs ont évolué, donc on est passé de 30 à 110 étudiants par an. Ils sont formés. Une partie est décidée par la fonction publique. Il y a l'auto-emploi. Donc il y a aussi les ONG et les programmes. Et dans la formation, ils sont outillés pour pouvoir compétir au niveau national. Pour cette année, on pense qu'on pourra démarrer avec un DIT agrobusiness pour permettre aux titulaires du bac littéraire de pouvoir venir à l'école, parce qu'on forme toujours avec les bacs scientifiques. Ce sont donc les maquettes de toutes les filières qui sont révisées lors de cet atelier de Toubacouta. La formation agricole et rurale va être également redynamisée. L'objectif est de rendre les diplômés de l'Institut beaucoup plus compétitifs sur le marché de l'emploi. La formation de nos produits, oui, nous instaurons très facilement les produits que nous formons au niveau de l'ISFAR, donc qui a intégré l'université Ellen Diop depuis 2019. Et l'objectif donc de cet atelier, c'est de faire de sorte que les formations que nous produisons dans cet institut soient compatibles avec les modes de production d'agriculture aujourd'hui. L'école nationale des cadres ruraux de Bambey existe depuis 1960 et c'est elle qui est devenue l'Institut supérieur de formation agricole et rurale ISFAR. Les alertes se multiplient de jour en jour pour sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux. Après le culisse des citoyens se prononcent sur le sujet, décriant le comportement des jeunes sur Internet. Ils invitent l'État du Sénégal à prendre des mesures idoines pour réguler les réseaux sociaux. Un reportage signé Moussa Mané avec des images d'Alioune Gagne. L'utilisation des réseaux sociaux fait encore l'objet de débats dans l'espace public sénégalais. Le cadre unitaire de l'islam lance la campagne contre la haine et la désinformation sur Internet. Le comportement des jeunes sur les réseaux sociaux est diversement apprécié par la population. Moi, je le prends pour un moyen de communication pour moi. Mais ces derniers temps, on voit que ça part dans tous les sens. Donc que ça soit dans le côté positif ou bien négatif. Mais bon, c'est plus que négatif. Parce que les gens ils l'utilisent vraiment à d'autres fins. Bon, qui sont contre nos valeurs. Moi, je me dis, c'est pas un moyen où on devrait régler les comptes. C'est plus pour, comme j'ai dit tout à l'heure, faire passer des informations qui sont assez importantes. Ou bien peut-être, ça peut être une passion, ça peut être un moyen de se développer, d'apprendre de nouvelles choses. Facebook, TikTok, Instagram, entre autres réseaux sociaux, beaucoup de ces plateformes sont devenues des tribunes de règlement de comptes. Pour certains citoyens, l'éducation doit se faire à la base. Chacun d'entre nous devrait aujourd'hui s'éduquer soi-même pour pouvoir utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Tout en entendant dire que les réseaux sociaux sont dangereux, des trucs comme ça. Mais moi, ce que je pense réellement, c'est que c'est les gens qui sont dangereux. Parce que ce n'est pas le téléphone qui s'utilise soi-même ou ce n'est pas la connexion. C'est une personne qui est derrière son téléphone et qui utilise le téléphone. Donc moi, je me dis, si chacun de nous aujourd'hui se lève avec une bonne initiative, avec une bonne foi d'utiliser les réseaux sociaux, je pense que tout serait bien, tout va se régler. Ils interpellent les autorités pour trouver une solution à ce fléau. En ce moment, il y a quelqu'un qui passe tout son temps à vilipender les gens sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui apprécient ce qu'il fait, mais d'autres non. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sont les autorités qui doivent gérer le problème. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, dit-on. Cependant, les campagnes de sensibilisation pourraient être une solution au mauvais usage de ces réseaux sociaux. 150 personnes ont été formées sur les violences basées sur le genre. Il s'agit du personnel de l'OMVG en collaboration avec RADI, une session de formation organisée donc pour le renforcement des capacités des CNS et des CLCS pour la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. Salikam, la coordonnatrice du programme que je vous propose d'écouter au micro d'Abib Faye et Youssou Barraud. Basées sur le genre, l'exploitation sexuelle et les abus sexuels qui interviennent dans les zones d'intervention. Cas de VBG subviennent, que ces personnels puissent être prêts à les traiter, puissent être prêts aussi à les prendre en charge en collaboration avec les services techniques au niveau de ces 4 pays-là. Le nombre de personnes qui a été formées, c'est plus de 150 personnes au total
qui sont les membres de l'OMVG, les comités que l'OMVG a mis en place dans le cadre de ces 4 pays-là. L'objectif, c'est de sensibiliser presque toute la communauté, les communautés des 4 pays. Parce que l'approche qu'on a eu à faire, c'est l'approche information-sensibilisation des communautés. Dissuader les jeunes candidats à l'immigration clandestine pour sensibiliser les jeunes sur les dangers vraiment de l'immigration. C'est l'idée mise en place par la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur à travers son programme Gouvernance, Migration et Développement à Saint-Louis, zone de départ souvent des candidats à l'immigration. Une projection d'un court-métrage a permis de revenir sur les dangers, les conséquences désastreuses de l'immigration clandestine. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. La caravane signée Migration était à Saint-Louis pour sensibiliser la population sur les dangers et conséquences désastreuses de l'immigration clandestine et irrégulière au Sénégal. L'étape de la vieille ville a été marquée par une séance de mobilisation sociale et de projection d'un film sur les dures conditions de vie des jeunes candidats africains. Sensibiliser la cible, c'est-à-dire les jeunes, les potentiels migrants, mais également les migrants de retour par rapport aux méfaits de ce qu'on appelle la migration irrégulière. À Pékin, bas Sénégal, un long métrage a été projeté devant des centaines de personnes pour montrer des tranches de vie de ces derniers, des moments pénibles montrés au public saint-louisien. Dans ce film, les jeunes migrants sont confrontés à d'énormes difficultés pour traverser les frontières marocaines, mauritaniennes et algériennes. C'est comme s'ils vont vers ce qu'on appelle le suicide. Et nous savons aujourd'hui que la migration, avec son corollaire de méfaits, de mort, installe la désolation, mais également le deuil dans nos familles. Le représentant de GMD, Mamadou Diallo, a rappelé la mise en place d'un fonds de montant global d'1 milliard de francs CFA pour renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière au Sénégal. Maintenant, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la formation. De la formation, ça veut dire qu'il y a l'acquisition de compétences. De ces compétences maintenant acquises, nous avons ce qu'on appelle un dispositif pour financer en fonction des domaines de prédilection. Le spectacle est parfois poignant. Cette tournée va se poursuivre vers les régions de Louga, Diourbel, Thiès et Dakar. Projet GIS, une initiative axée sur la formation des jeunes à travers un programme documentaire sous la supervision de professionnels du 7e art. Ces futurs cinéastes donc vont apprendre à travailler en équipe composée avec des échéances très serrées, trouvées rapidement. Un concept inventif entre autres. Plus de détails dans cet élément signé Ibo Diouf avec des images de Pape Sangoné Mbaye. Opter pour l'audiovisuel avec un principal objectif, la maîtrise du documentaire. L'environnement semble être adapté à la quête de cette compétence fondée sur l'acquisition de connaissances et de savoir-faire dans le domaine du cinéma. En fait, ce qui m'intéresse dans ce projet et qui est intéressant, c'est que je prends des jeunes qui en veulent. C'est vraiment des jeunes novices. C'est ce qui est plaisant. Ça veut dire que c'est le vouloir. Bon, c'est des jeunes qui ont fait des études et de communication et des études diverses. GIS offre à ces jeunes l'opportunité d'être encadrés par des cinéastes et des monteurs professionnels. Mais aussi, ça va me permettre d'acquérir des compétences en matière d'informatique, c'est-à-dire on nous apprendra à faire des montages, à manier la caméra, entre autres. On va aussi faire des voyages, ça va nous faire découvrir d'autres horizons, voilà, et nous permettre d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Mais également aussi comment faire, poser des questions, faire des entretiens, comment identifier le sujet, comment écrire un script documentaire, mais également aussi l'accompagnement qui se pose par rapport à la production. Les participants choisiront le sujet de leur film avec l'aide et les conseils des formateurs. Tous les films doivent s'inscrire dans la thématique générale. En fait, ça va dire, là ils sont 8, et ils vont faire des équipes de 3, et ils vont faire chacun un film co-réalisé par chacun. GIS, c'est aussi une véritable mise en situation. Ces étudiants sont appelés à s'organiser entre eux. C'est l'occasion pour chacun de se révéler à ses camarades, une manière de susciter l'envie et la créativité qui pourrait faire de ces jeunes de bons réalisateurs
de film. La page des sports à présent que nous ouvrons avec cette histoire d'attribution des droits de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le groupe Immédiat s'est dit lésé par New World TV, une structure déléguée par la FIFA pour la vente des droits de retransmission. Le groupe Immédiat donc va engager la bataille judiciaire avec des avocats sénégalais qui vont porter le combat. Justement, on écoute Maître Bamba Cissé et Maître Ella Diouf, avocat du groupe. C'était lors de la conférence de presse de cet après-midi, des propos recueillis par Modou Diop et Aminata Mbaresso. Je pense que cette affaire-là est une affaire particulièrement sérieuse. Parce qu'il s'agit d'un média d'État qui s'est accaparé un certain nombre de pouvoirs qu'il ne devrait pas avoir de façon objective. Il y a eu le fait que les règles de la concurrence ont été faussées. Il y a eu quelque part des choses qui ne sont pas du tout catholiques et qui seront dites devant le tribunal arbitral. Pour les avocats qui défendent aujourd'hui Immédiat, c'est de se poser la question de savoir, mais comment est-ce que la RTS a pu bénéficier de ses droits sans appel à la concurrence? Première question. Deuxième question, pourquoi la RTS paie un tiers plus cher des droits qui valent 700 millions CFA? Pourquoi la RTS demande à l'État du Sénégal de payer 1 milliard de francs CFA, 300 millions en plus? Parce que ça, ce n'est pas écrit dans les règles de la FIFA, ce n'est pas écrit dans le cahier des charges. Et puis les problèmes d'exclusivité se posent souvent au Sénégal. La RTS que certains accusent de s'accaparer de ses droits. Pourtant, des pays ont réussi à trouver la solution, à couper la poire en deux. Comment ont-ils fait? Élément de réponse dans ce sujet signé Marcel Maroun et Pape Sangoné Baye. Il n'existe plus de monopole dans le monde des médias lorsqu'il s'agit de retransmission d'événements sportifs d'envergure. Une situation qui s'explique par l'effet de la mondialisation, comme pour rappeler à la RTS que ce concept est désormais révolu. Aujourd'hui, dans l'économie du football, il y a ce qu'on appelle l'effet superstar, mais l'effet d'invariance qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller acheter des droits pour... En tout cas, c'est ce que je peux quand même résumer en quelque sorte. C'est en quelque sorte un investissement qui pourrait être rentable. Rentable dans la mesure où, en matière par exemple d'audimat ou bien de nombre de téléspectateurs, de mondiovision, mais aussi en matière aussi de recherche de partenaires et d'annonceurs. Cela veut dire que quelque part, il y a un business autour en tout cas de cet enjeu-là. Maintenant, le monopole, il est cassé depuis lors, depuis très longtemps, il n'y a plus de monopole. Aujourd'hui, la presse est devenue plurielle. Comment faire alors pour concrétiser ce qui se fait désormais? Certains pays, comme la France, ont montré l'exemple il y a plusieurs années de cela. En France, ça s'est réglé par un accord, tout simplement, très simple, hein, où on a dit que voilà, que les chaînes, certaines chaînes, une chaîne nationale, publique, va avoir en tout cas les droits sur notamment les matchs des sélections nationales. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on prive une grande majorité de la population, en tout cas des matchs de sa sélection nationale. Et donc, on attribue certains lots qui concernent les matchs de la sélection nationale à la chaîne publique. Et d'autres matchs, les lots, on les attribue aux chaînes privées. Parce que les chaînes privées aussi, l'avantage, c'est qu'il faut que ces chaînes privées vivent de ces grands événements sportifs. La polémique enfle donc entre le groupe Immédiat et le groupe togolais New World TV, qui a cédé les droits de retransmission du Mondial 2022 à la RTS. Pour sa part, la chaîne publique s'est fendue d'un communiqué le 24 août dernier pour rappeler qu'elle a acquis les droits exclusifs de diffusion de la plus grande compétition sportive mondiale. Affaire à suivre. Marcel Maroun, basket avec la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Le Sénégal qui affronte tout à l'heure le Soudan du Sud, le groupe du Sénégal qui s'est entraîné hier. Donc ce sera la première de Ngagne Diop Desagana, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, que je vous propose d'écouter en même temps que Mbaye Ndiaye, ailier de cette équipe nationale du Sénégal. On est en train de s'entraîner et on attendait ce jour-là. On a fait ce qu'on a fait, maintenant il faut aller jouer. Essayer de gagner le match, tout faire pour gagner le match de demain. Je pense qu'en ce moment, c'est l'équipe la plus bonne en Afrique, parce qu'on gagne les tournois de qualification, ils ont 6 matchs, 6 victoires, ils ont battu la Tunisie en championnat 2 fois.
C'est un match qui ne sera pas facile, mais on a travaillé pour préparer ce match très bien et venir faire ce qu'on a à faire. Pour nous, c'est la défense. Ça commence avec la défense. Si on joue bien en défense, on est bon. Parce qu'ils sont en transition offense, il faut qu'on revienne vite, poser notre défense. Si on fait ça, on a une bonne chance de gagner le match. Déjà, on s'est bien préparé pendant les 3 semaines, 3-4 semaines. Le groupe, tout le monde est prêt, tout le monde est confiant pour entamer ça. Donc voilà, il n'y aura pas d'excuses à faire, on va entamer ça à fond. Et voilà. Ouais, ce ne sera pas un match facile. Tous les 3 matchs, ce ne sera pas facile. Donc il va falloir tout donner et voilà, jouer collectif et voilà. Ça va passer, Inch'Allah. Ah ouais, bah oui, ça fait rêver. Tout le monde veut jouer à la Coupe du Monde. Donc ouais, ça me motive encore plus pour pouvoir tout donner sur le terrain et être dans les 5 premiers pour accéder à la Coupe du Monde. Donc Sénégal, Soudan du Sud, coup d'envoi à 21h30. Nous parlons beach soccer avec l'équipe de Gendar Beach Soccer de Saint-Louis qui continue sa bonne marche dans le championnat local. Sur les 6 matchs joués, l'équipe a remporté toutes ses rencontres. Gendar Beach Soccer veut mieux faire pour les playoffs afin de remporter le championnat. Toutefois, l'équipe rencontre d'énormes difficultés, ce qui est à l'origine du cri du cœur des dirigeants. Bilal Sen, le président, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop. Pour le tournoi, nous préparons les phases play-off après avoir terminé les phases de poule. Et l'équipe de Gendar Beach Soccer a terminé premier avec 18 points. On a un joueur qui est champion d'Afrique, Mamour Gueye-Fall. On a des internationaux dans l'équipe, Cheikh Modou Kara Diallo, et d'autres qui sont hors du pays. Abdoukader Gueye qui est au Mozambique, il y a Djelani aussi. Donc avec toute cette étendue, vraiment on peut faire des merveilles et on peut jouer les premiers rôles du beach soccer au niveau national. Surtout les moyens financiers. Les moyens financiers, vraiment, c'est ce qui font défaut. Car depuis le mois de juin, on faisait des matchs aller et retour et tu finiras par t'épuiser. Donc on lance un appel à toutes les autorités sportives et politiques de venir amener leur appui pour que l'équipe soit championne. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellent suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Faman Dione pour la deuxième partie de Soir d'Info.